Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h06. Jusqu'à 10h, nous sommes ensemble. 0826 300 300. Vous voulez commenter, vous voulez réagir après les résultats de ces législatives, n'hésitez pas à participer. Et nous avons la chance d'avoir avec nous deux spécialistes, deux invités qui connaissent par cœur la vie politique française et le fonctionnement des institutions, parce que c'est très important compte tenu des questions que nous nous posons. Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille. Bonjour. Bourdin. Merci d'être avec nous, Jean-Philippe de Rosier. Emmanuel Rivière, qui est politologue, enseignant à Paris 1 et à Sciences Po. Merci d'être avec nous tous les deux pour nous éclairer sur ce qui va se passer. Nous avons beaucoup de questions et j'imagine que les auditeurs ont beaucoup de questions. 0826 300 300. Mais auparavant, regardons les chiffres, regardons les faits, parce que, encore une fois, avant de commenter, aujourd'hui, dans notre monde médiatique, il y a de tradition de commenter même avant les faits. Bien, aujourd'hui, il y a des faits. Ensuite, on réfléchit, on analyse et ensuite, on commente à la fin. Alors, les faits, je me tourne vers vous. Dites-moi, c'est Benjamin. Sébastien, oui, pourquoi j'ai dit Sébastien. Alors, Benjamin. Alors, faut faire attention tout de même parce que les chiffres que je vais vous donner, ils sont pas totalement définitifs. Vous n'avez pas les résultats totalement définitifs, on les a pas. Alors, pour la simple et bonne raison. Attendez, vous parlez sous le contrôle, hein. Sous le contrôle d'Emmanuel Rivière. Moi, je poursuivez. Vous pourrez corriger. Poursuivez. Si c'est bien. En fait, on connaîtra les différents groupes véritablement d'ici le 18 juillet. Oui. Ça, on va y revenir. Mais aujourd'hui, quel chiffre avez-vous ? Pour l'instant, les premiers chiffres qu'on a, donc le nouveau Front Populaire, c'est la première force politique de la future Assemblée. 182 députés, 168 députés pour le camp présidentiel, dont Ensemble à la deuxième place, 143 pour le RN, troisième force avec ses alliés, 69 députés pour les LR, divers droite et UDI. Et les autres ? Et les autres après, alors là vous me piégez. Bon, alors... Je vous dirai ça après la pub. Bon, alors Emmanuel Rivière. Il y a 13 divers gauches qui pourraient faire bloc avec les députés du nouveau Front Populaire, mais enfin tout ça réuni fait moins de 200 députés pour la première force, pour l'ensemble de la gauche. Il y a des divers droites dont on pourrait penser, mais ce ne sera pas le cas de tous, qui vont se rapprocher des Républicains, ce qui fait que les Républicains d'ailleurs revendiquent quasiment la reconduction de leur groupe, ce qui est une vision assez extensive de ce que sont les Républicains à l'Assemblée. Mais donc ma réflexion qui n'était pas du tout une objection par rapport à ce que disait Benjamin, c'est que on sait qui est élu dans chaque circonscription. Là, on a les noms des élus dans les 577 circonscriptions et donc toutes celles qui restaient à pourvoir au second tour. Et la réponse à qui va siéger où, à mon avis, ça va être une réponse fluctuante, potentiellement, y compris après le 18 juillet, compte tenu de la grande incertitude dans laquelle on se trouve désormais plongé. Alors on va y revenir. Bien, au sein du nouveau Front Populaire, comment se répartissent les sièges ? Alors la France Insoumise est le premier parti, 74 députés. Le Parti Socialiste arrive après, 59 députés. C'est le parti qui progresse le plus au sein de l'Alliance à gauche. Les écologistes, 28 députés. Le Parti communiste, 9 députés, auxquels il faut ajouter ensuite pour compléter au sein de ce nouveau Front Populaire. Génération, les députés NFP divers gauche et les NFP régionalistes. Bien, là aussi vous avez une remarque, Emmanuel Rivière ? Pas la moindre. Non, pas la moindre. Moi j'en ai une, Jean-Jacques Bourdin, si vous me le permettez. Je ne sais pas comment ont été faits les calculs, mais sur les 74 LFI, il y en a certains qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne siégeraient plus au groupe du LFI, voire qu'ils se sont fait exclure. Donc je ne suis pas certain que le groupe LFI maintienne ses 74 députés. Rappelons qu'il en avait 75, donc il baisse de toute façon, et peut-être davantage que de seulement un siège, et conduisant à ce que les autres groupes augmentent. Je ne serais pas surpris qu'il faut 15 députés pour faire un groupe à l'Assemblée nationale. On a annoncé le PC à 9. Je ne serais pas surpris qu'ils parviennent avec les régionalistes à ce seuil de 15 pour composer un groupe. Et à mon avis, avec certains divers gauches, le groupe socialiste pourra s'étoffer davantage et peut-être devenir le premier groupe et dépasser LFI. Si LFI baisse et le groupe socialiste augmente, pas impossible que le rapport de force s'inverse. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a tout de suite voulu préempter hier l'élection, le résultat,
parce qu'il sentait bien qu'il ne serait plus, au sein du nouveau Front populaire, qu'il ne serait plus la première force. Jean-Philippe de Rosier. Oui, absolument. Et rappelons également que Jean-Luc Mélenchon n'est pas élu, il n'est pas non plus le chef de parti, il essaye de s'imposer comme le chef charismatique, le leader maximo, mais il en est quand même assez loin, et nous ne savons pas encore qui sera Premier ministre, mais nous avons une certitude sur qui ne sera pas Premier ministre. Ce ne sera pas Jordan Bardella, ça c'est acté. On en parlait encore avant-hier, aujourd'hui c'est sûr que ce ne sera pas lui. Ce ne sera pas Gabriel Attal. Il remet sa démission en ce moment même au président de la République, on va y revenir, et il ne pourra pas être reconduit car le camp présidentiel, la majorité macroniste a été battue. Impossible de reconduire le Premier ministre. Et ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon, car même si le nouveau Front populaire sort victorieux, première force de ces élections, d'une courte tête, mais première force quand même, ils n'ont pas la majorité absolue à eux tout seuls, ils doivent s'unir, et donc il faut qu'ils identifient une personnalité qui puisse rassembler au-delà du nouveau Front populaire, et je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon en a la capacité. Bien, alors, regardons maintenant les personnalités qui ont été élues ou battues, allez-y. On peut commencer par les ministres. Allez-y. Donc 19 ministres qui étaient en lice toujours au second tour. Parmi ces 19 ministres, 17 ont été élus députés au final. Les deux perdants, Stanislas Guerini et Sarah El Haïry. Parmi les ministres élus, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Prisca Thévenot, Aurore Berger, Stéphane Séjourné, voilà pour donner quelques noms. Élection également de l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, et puis on le rappelle, dans le gouvernement, Bruno Le Maire n'était pas candidat. Oui, j'ajouterais Riester, Valtou, Berville, Fesneau, Olivia Grégoire, Olivia Grégoire, ce sont les ministres qui sont élus. Gabriel Attal, évidemment, ministre élu. Bien, élu aussi à gauche. Alors, qu'est-ce que vous avez comme personnalité? Alors, je peux vous donner pêle-mêle sur les grands gagnants. On a François Hollande, on a Alexis Corbière à gauche, à droite on a Éric Ciotti, on a Laurent Wauquiez, on a un ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, mais lui sous la bannière donc Nouveau Front populaire. Élection également alors à gauche de Raphaël Arnaud, Fichet, qui avait fait beaucoup parler de lui à Avignon. Les grands perdants, Nicolas Dupont-Aignan, ça faisait 27 ans qu'il siégeait à l'Assemblée. Les grands perdants également, Philippe Poutou, Meyer Habib, Olivier Véran, Rachel Keke ou encore Marine-Caroline Le Pen. Voilà pour donner quelques noms. Ménard aussi et Stanislas Guerini, les perdants. Mais c'est vrai que Nicolas Dupont-Aignan, c'est la fin d'une époque pour lui et c'est la fin de sa vie politique, probablement. Bien, parmi les perdants, parmi les gagnants, pardon, il y en a d'autres. Ruffin, Marlex, Corbière, Jean-Philippe Tanguy, Jacobelli, Philippe Brun, député socialiste, Voynet, qui revient à l'Assemblée nationale, Chassaigne, le communiste, qui est là, Aurélien Rousseau, vous l'avez dit, De Courson, qui a été élu d'extrême justesse, Éric Woerth, Delphine Batho, largement élu, Gage, très largement élu, Jérôme Gage, voilà, Olivier Falorni, Aurore Berger, Carl Olive, bon, des personnalités que vous connaissez, médiatiques que vous connaissez, et si vous voulez avoir la liste, c'est pas compliqué, vous allez dans tous les journaux, sur tous les sites, et vous la trouverez. Petite remarque sur cette liste, sur ces gagnants et ces perdants, Emmanuel Rivière. Il y a une petite remarque effectivement qui va donner lieu à quelques commentaires. C'est le fait que vous avez cité Alexis Corbière, élu dans une circonscription où il n'avait pas bénéficié de l'investiture LFI, Daniel Simonet, même chose, Hendrik Davy à Marseille, mais il y a eu retrait du candidat qui lui a été opposé. Voilà, Jérôme Gage dans l'Essonne, qui lui n'avait pas souhaité avoir l'investiture du nouveau Front populaire, parce qu'il ne voulait pas apparaître allié avec LFI, a été largement réélu. Et effectivement, la France Insoumise, comme vous l'avez rappelé, a le groupe à gauche qui ne progresse pas. Donc, dans le match qui va opposer, où incontestablement Jean-Luc Mélenchon a marqué quelques buts hier en étant de nouveau dès 20h sur toutes les chaînes retransmis en direct, a marqué quelques points. J'existe. Voilà ce qu'il a dit. Il en a perdu aussi au passage. C'est-à-dire que tout ça, c'est un petit peu des signes de faiblesse de la France Insoumise, qui vit encore sur l'autorité qu'exerce Jean-Luc Mélenchon sur son propre camp, mais au-delà de ça, sur la gauche, du fait de sa posture héritée de son score de la présidentielle 2022.
2022. Messieurs, juste une petite réflexion. Ensuite, nous prendrons notre premier auditeur et vous allez répondre aux questions et nous allons parler de ce qui va se passer maintenant. Mais une première réflexion. Encore une fois, hier soir, j'ai eu l'impression d'entendre ce que j'entends dans toutes les élections, c'est-à-dire qu'il n'y a que des gagnants et pas de perdants. Encore une fois, j'ai entendu cela dans tous les débats à la télévision. Comment voulez-vous que les Français ensuite, les Français votent? C'est comme ces arguments répétés à droite, à gauche, au centre, partout. Oui, nous avons gagné. Mais les Français ont choisi, et même ils ont choisi de voter pour des candidats dont ils ne partagent pas toutes les idées. Mais c'est bien aussi, c'est bien que la vie démocratique se voit comme cela, se vive comme cela. Moi, je trouve ça formidable, non, Jean-Philippe de Rosier? Je vous rejoins pleinement, Jean-Jacques Bourdin. Effectivement, pour moi, le premier victorieux hier soir, c'est le peuple français. Mais oui, il a voté. Le peuple français a voté. Il est allé voter. Il s'est déplacé massivement. Même contre des idées. Même il a voté pour. Et avec lui, le deuxième victorieux, c'est le Front républicain. Le peuple français a dit qu'il ne voulait pas d'un gouvernement d'extrême droite. C'est très clair. Effectivement, le Rassemblement national sera probablement le premier groupe de l'Assemblée nationale, mais cela ne lui suffit pas, et de loin, et de très très loin, pour pouvoir espérer gouverner. Le deuxième enseignement que je vois des résultats d'hier soir, c'est qu'il faut faire preuve d'humilité et de responsabilité. Oui. Il ne faut pas oublier que la plupart de ceux qui ont été élus l'ont été, certes, pour une partie, sur leurs idées, mais aussi grâce à ce front républicain. Donc ils n'ont pas été élus pour eux, ils ont été élus contre les autres. Exactement comme un certain Emmanuel Macron en 2022, qui lui aussi a bénéficié du Front républicain, auquel on a reproché précisément de gouverner depuis 2 ans comme si tout le monde l'avait soutenu, en faisant fi précisément de la majorité relative qui lui a été octroyée, et sans prendre la mesure précisément des circonstances dans lesquelles il a été élu. Et il faut en appeler à la responsabilité des hommes et des femmes politiques élus hier, des chefs de parti, de gauche, du centre, de droite, qui doivent faire preuve de responsabilité et d'humilité, ne pas se renfermer sur leur programme. Certes, je comprends que les responsables de la gauche veuillent mettre en avant le programme du nouveau Front populaire, qui peut servir de base programmatique, mais il faudra faire des ouvertures et des concessions en gardant à l'esprit que le peuple français a voté, qu'il a décidé de ne pas donner de gouvernement à l'extrême droite et qu'il a appelé à un front républicain, à un rassemblement des républicains. Je vais vous donner la parole, Emmanuel Rivière. Vous avez raison, le peuple français a décidé, il a voté, il a tranché. Maintenant, ce sont aux responsables politiques, justement, de prendre leurs responsabilités. Et peut-être d'imaginer, je ne sais pas moi, des majorités de projets, par exemple. Je ne sais pas. Nous allons en parler juste après. Nous allons prendre aussi Laurent, qui est à Bergerac. Il est 9h19. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h22. Merci d'être avec nous. Alors, nous avons 2 invités ce matin, évidemment. Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille. Emmanuel Rivière, politologue, enseignant en Paris 1 et à Sciences Po. Nous allons prendre nos auditeurs 0826 300 300. Et je vais commencer avec François, qui est dans les Yvelines. Bonjour François. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour François, vous avez voté Rassemblement National. Oui. Et dans votre circonscription, le Rassemblement National a perdu, c'est cela ? Oui, il est arrivé 3e, donc c'est les Yvelines. C'est vrai que le RN, c'est pas vraiment en odeur de sainteté dans les Yvelines. Donc oui. C'est Renaissance dans ma circo qui est premier et le Nouveau Front populaire 2e. C'est quelle circonscription, François ? La 6. C'est la 6. Et qui a gagné, là ? C'est Natalia Pouzireff avec 48%. Bien. Vous dites la gauche sort grande gagnante. Vous trouvez qu'elle sort grande gagnante ? Non, je dis pas qu'elle sort grande gagnante, mais disons que c'est elle qui est en tout cas gagnante pour une raison principale, c'est qu'en fait on sait que la France, et c'est avéré qu'elle est majoritairement à droite, donc mais par contre c'est la gauche qui, grâce à son union, a la plus grande représentation à l'Assemblée nationale. Donc s'il y a un gagnant, en tout cas c'est elle, je pense. Bien, alors nos invités peuvent dialoguer avec vous. Qu'avez-vous envie de dire à François, Jean-Philippe de Rosier ? Il a raison ou pas ?
Oui, il a raison en disant que le nouveau Front populaire est le gagnant de cette élection. C'est lui qui a les plus grands effectifs. Je ne crois pas qu'il ait raison en disant que ces effectifs-là dépassent ceux de la droite. Parce que si on ajoute toutes les droites, c'est-à-dire le Rassemblement National, LR, l'Union Ciotiste avec le Rassemblement National, Horizon et le MoDem, qui sont des partis qui sont à droite. C'est plutôt centriste. Oui, enfin c'est quand même c'est l'héritier du DF, pardonnez-moi, de Valéry Giscard d'Estaing. Pour moi, ils sont à droite, ils sont au centre droit, comme d'autres sont au centre gauche. Donc si on ajoute toutes ces voix-là, je pense que on est devant le nouveau Front populaire. Là, nous avons eu hier effectivement des résultats qui sont à l'image d'un scrutin proportionnel, mais sans avoir la proportionnelle, avec une Assemblée nationale diversifiée qui va imposer effectivement de trouver une façon de construire une majorité pour mener un gouvernement. François, si vous voulez dialoguer avec nos invités, vous n'hésitez pas, si vous voulez faire des... Merci. Oui, pour moi, alors c'est une alliance effectivement opportuniste, puisque le Nouveau Front populaire, c'est quatre partis, mais ils ont quand même réussi à s'allier, alors que on a bien vu que la droite, elle, est scindée entre une partie, l'aile macroniste, représentée, on va dire, par Gérald Darmanin, les LR historiques, les LR ensuite alliés au RN. Donc ça fait des partis qui, s'ils sont, entre guillemets, majoritaires en nombre, sont divisés et, à mon avis, ils ne vont pas s'accorder sur grand-chose, ne serait-ce que par posture électorale. Alors que le NFP, eux, ils sont tous d'accord pour le SMIC à 1600 €, par exemple. Oui, enfin, je suis pas certain qu'ils soient tous d'accord sur les mesures à prendre au sein du NFP. Emmanuel Rivière. Non, mais effectivement, ils ont le mérite en très très peu de temps, d'abord de décider d'un accord d'alliance dès la première semaine après l'annonce de la dissolution et quelques jours plus tard de mettre sur le papier, d'imprimer et de chiffrer un programme commun de gouvernement. Et c'est vrai qu'ils pouvaient apparaître comme les vainqueurs un peu surprises parce qu'on ne les attendait pas à la première place, à ce qu'ils apparaissent à 20h sur toutes les écrans. Attendait le RN à la première place. Mais en fait, tout le monde le disait. D'ailleurs, les sondages se sont lourdement trompés. La gauche a à peu près la représentation à laquelle on s'attendait. C'était l'étiage, là, pour le coup. Là-dessus, les sondages ne se sont pas tellement trompés. Mais cette première place, elle est due au fait que le Rassemblement National, lui, arrive 3e, derrière Ensemble, et c'est là la surprise, et c'est là où effectivement on est quelque chose qui n'a pas été anticipé. François, dans les Yvelines... Le rejet du Rassemblement National n'a pas été anticipé ? Là, il faut être... Qu'est-ce qui s'est passé entre le 9 juin et le 7 juillet ? Il y a une question qui a été posée au pays, une perspective d'abord. Le 9 juin, les gens se disent c'est ouvert pour le Rassemblement National, il pourrait gouverner dans 4 semaines. Et c'est cette question-là à laquelle les gens ont principalement répondu. Et effectivement, ils ont répondu assez nettement qu'ils ne souhaitaient pas que le Rassemblement National gouverne. François, notre auditeur, n'exprime pas une amertume particulière de ce point de vue-là. Je pense que ce ne sera pas le cas de tout le monde. Alors peut-être est-ce moins le cas, effectivement, dans les Yvelines, qui n'est pas une terre, comme François l'a rappelé, très ouverte pour le Rassemblement National. Mais faut simplement imaginer quel est l'état d'esprit aujourd'hui des électeurs du Rassemblement National, qui s'attendaient véritablement à ce que le Front National gagne, ou le Rassemblement National, qui autour d'eux n'ont que des électeurs du Rassemblement National. Je pense qu'ils sont un peu sonnés ce matin de cette perspective qui leur est enlevée. François, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Alors, en fait, je pense, pour parler factuellement, il y a eu 10 millions d'électeurs au premier tour pour le RN. Il n'y en a eu que 8, donc ça fait quand même une attrition de près de 20%, donc ça fait beaucoup quand même. Je suppose que ça veut dire qu'il y aura effectivement des gens qui seront amers pour la défaite du RN, mais peut-être pas tant que ça. Moi, je pense que s'il y a quand même quelque chose, une promesse qui n'a pas été tenue, c'est que Emmanuel Macron, lorsqu'il a dissous l'Assemblée, a dit « Je laisse en français la responsabilité de choisir une nouvelle majorité ». Il fait confiance. Or, entre le premier et le second tour, on voit bien qu'il y a eu non pas une lutte pour des idées, mais un bloc contre la RN. Et dans ces cas-là, ça dément complètement le fait que on fasse confiance aux Français pour faire une... pardon, François, ce sont les Français qui ont voté, ce ne sont pas les appareils politiques ? Oui, quand même, vous savez, en fait... Est-ce que vous pensez que les Français suivent beaucoup de partis ont longtemps dénoncé justement cela en disant et beaucoup de partis ont dit longtemps les Français choisissent, les appareils politiques peuvent décider d'un choix particulier, mais ce sont les Français qui décident. Là, ce sont les Français qui ont décidé, ce sont eux qui votent.
Oui, mais je vais vous dire un truc du fond du cœur, Jean-Jacques. Allez-y, François. Je pense que quand la réalité, là, on voit bien que le RN est à un plus haut historique, et on aurait dit il y a 10 ans avant, ça serait pas possible. Oui. Pourquoi ? Parce que la réalité rattrape les Français en termes de paupérisation, donc d'appauvrissement du pays, de sécurité et d'immigration. Comme je pense que tous ces 3 problèmes majeurs ne vont pas être résolus, le RN ne fera que monter parce que il est le seul à défendre cela. Donc c'est en fait pour moi cette échéance de majorité absolue est ratée, même majorité relative, mais la route sera longue et si les partis traditionnels ne répondent pas à ces attentes, la réalité va faire que le RN sera de plus en plus haut, inéluctablement. Ça, il est évident que quel que soit le parti au pouvoir, il va falloir répondre aux attentes des Français. Commentaire, Jean-Philippe de Rosier. Oui, moi ce que je vois, effectivement, l'extrême droite n'a jamais été aussi forte. Ceci dit, le résultat d'hier soir montre l'échec de Marine Le Pen dans son entreprise depuis plus de 10 ans. Changement du nom, dédiabolisation, on voit que ça n'a pas suffi à dédiaboliser et à encore diabolisé selon vous. Ça veut dire que le RN reste un parti qui n'est pas tout à fait comme les autres. Les autres partis qui obtiennent 30% à peu près un soir de premier tour d'élection législative obtiennent la majorité absolue au soir du second. Et là, on voit que ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un front républicain, ce sont les Français qui votent, ce sont les Français qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que c'est un parti qui ne peut pas avoir le pouvoir. Le RN a fait une mauvaise campagne aussi. Peut-être que ses choix programmatiques un peu brumeux, je dirais, un peu brumeux, n'ont pas attiré... Ou peut-être que les Français n'en veulent pas. Qui étaient peut-être prêts à voter RN, je ne sais pas. On peut aussi faire l'hypothèse que tout ce qui a été révélé dans la dernière semaine sur le nombre relatif assez élevé, plusieurs dizaines de candidats du Rassemblement national dont les déclarations passées, les attitudes, les posts sur les réseaux sociaux remettaient une pièce dans l'idée que le Rassemblement national comprenait en son sein des gens qui n'étaient pas très clairs sur la question de la xénophobie, du racisme, voire de l'antisémitisme et les principes démocratiques ont rappelé tous les candidats qui avaient ce des liens avec la Russie ont été du Rassemblement national depuis longtemps, c'est-à-dire sa parenté avec le Front national. C'est vraiment une question qu'il y a dans la tête des Français. Est-ce qu'il a changé ou est-ce qu'il n'a pas changé ? Est-ce qu'il s'est modéré ? Est-ce qu'il n'a pas modéré ? Est-ce qu'il a rompu avec ses vieux démons ou pas ? Et c'est pas une question à laquelle qui a été tranchée de manière très très nette. C'est peut-être que effectivement ce reflux puise aussi dans ces débats de la dernière semaine. Et puis mon prisme, en 2 mots, mon prisme de constitutionnalisme laisse peut-être aussi envisager l'hypothèse que les Français sont un tout petit peu attachés à leur constitution et que le programme anticonstitutionnel du Rassemblement national ne leur convient pas. Les ruptures face au principe d'égalité, la préférence, remise en cause du Conseil constitutionnel, la remise en cause du Conseil constitutionnel, la volonté d'aller contre les institutions ne convient pas aux Français. Je pense qu'ils ont raison, évidemment. Bien, les Français sont conservateurs. Très conservateurs en ce qui concerne leurs institutions. En tout cas, concernant la Constitution, on le voit hier soir et c'est une très bonne chose. Bien, il est 9h32. Allez, une petite pause. Ensuite, nous écouterons Laurent, qui est à Bergerac, qui est avec nous, et Christophe, qui est à Toulouse. Laurent est un électeur Renaissance et Christophe, un électeur de gauche. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h35. Allez, nous avons nos 2 auditeurs, là, 2 nouveaux auditeurs. Laurent, à Bergerac. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes un électeur Renaissance dans votre circonscription, second tour entre RN et un PS. Vous avez voté PS, qui a gagné ? Alors, je suis plus qu'un militant, donc je fais un peu de politique. Je vous entends très mal, Laurent. Alors, vous m'entendez mieux ou pas, là ? Voilà, c'est meilleur, là, ou pas ? Allez-y. Oui, est-ce que c'est bon, là ? Oui, c'est bon, là, allez-y. Ouais. Je disais que, en fin de compte, je suis plus qu'un militant, donc je suis engagé énormément sur le secteur de Renaissance en Dordogne. Oui. Ce matin, c'est un peu compliqué ce matin la situation parce que nous, sur 4 circos, nous avons 3 circos RN, donc voilà. Notre candidat, le candidat du PS que j'ai soutenu pour le 2e tour parce que il fallait faire barrage sur le RN, ça n'a pas suffi. Le RN a été élu à 52%.
pour 48% pour le PS. Vous avez voté PS sans hésiter, Laurent? J'ai voté PS pour faire barrage. Parce que en votant blanc, je favorisais le camp RN. Donc il fallait faire un barrage et aussi à un moment donné, c'est pas que le barrage. Il faut aussi, on parle du terrain local aussi. Hein, donc la personne est connue sur le local. Monsieur Catus, c'est quelqu'un que j'aime bien et en même temps avec qui on peut discuter, qui est ouvert à la discussion. Oui. Sur l'entre-deux tours, j'ai quand même discuté avec des gens, hein, même des insoumis, avec des écolos, tout ça, et avec des gens LR. Je pense qu'à un moment donné, il faut le RN n'est pas passé là cette fois-ci. Il passera. À un moment donné, il va passer le RN. Il passera. Les gens franchiront le pas à un moment donné. Les gens franchiront le pas. Si on n'écoute pas nous citoyens, si on n'écoute pas le message qu'ils nous ont fait passer ce week-end et pendant les élections européennes, il est important. Je pense que la politique qui a 30 ans, il va falloir commencer à l'améliorer et travailler ensemble. Et travailler ensemble, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se mettre nos égos et mettre de côté nos étiquettes politiques. Bien. Merci François. Voilà. Merci François, je vous coupe parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Pas moi, mais nous avons beaucoup de choses à dire. Christophe à Toulouse est là. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Oui Christophe. Alors vous êtes de sensibilité de gauche, hein, Christophe? Voilà, moi j'étais de gauche. Et j'avoue que j'étais, pour moi, trahi par la gauche. Oui. Parce que quand je me suis levé ce matin et que je me suis dit que la gauche s'était alliée avec un fichier S Antifa qui va tomber à l'Assemblée nationale, ça me fait mal au ventre. Il a été élu. Raphaël Arnaud. Eh oui. Donc moi, cette gauche-là, je la reconnais pas. Je la reconnais pas. Vous avez voté pour qui alors? Moi j'ai voté blanc là, honnêtement j'ai voté blanc parce que je me suis... Voilà, j'ai plus d'affinité avec cette gauche-là. Oui. Je suis pas encore prêt à partir du côté de la droite extrême. Oui. Donc pour le moment je suis un peu paumé, je vais être honnête avec vous. Oui. La seule chose qui est sûre c'est que moi je suis artisan depuis 20 ans, j'ai 2 salariés. Je les ai prévenus si la gauche passait et que le décret était loué sur le SMIC à 1600. Oui. Moi, je les licencie demain. Oui. Parce que vous comprenez bien que pour moi, c'est hors de question de devoir faire un emprunt. J'ai bien dit de préparer un emprunt pour payer mes salariés. Bien sûr. Non, mais ça, je comprends. C'est une blague, quoi. C'est une blague. Donc, et j'avoue que même une certaine partie des Français, je ne les comprends pas. Je comprends plus la France, là. Bien, Christophe, merci. Alors, nous allons regarder. Vous avez entendu, Christophe, vous voulez réagir à ce que vient de dire Christophe, Jean-Philippe de Rosier? Les 2 auditeurs que l'on vient d'entendre sont, je pense, assez représentatifs de bon nombre des électeurs qui se sont exprimés hier, c'est-à-dire des hésitations, une déception pour les uns, pour l'un comme pour l'autre. L'un qui est d'extrême droite et qui est déçu que son parti ne l'ait pas emporté en raison du Front républicain. L'autre qui est un électeur de gauche mais qui ne comprend pas forcément cette alliance électorale qui a été construite pour remporter un certain nombre de circonscriptions. Il ne faut pas oublier que l'Assemblée nationale est composée de 577 députés qui représentent la nation. Ils ne représentent pas chacun leurs électeurs, ils représentent la nation tout entière. Et donc cette diversité de l'Assemblée nationale va créer un bouillon de culture politique, si j'ose dire. Ça. Tout à fait, tout à fait. Moi je dis toujours d'une crise et un espoir. Et si on ne se retrouve pas dans son député, on se retrouvera dans d'autres députés qui nous représentent tout autant. Et c'est de cela que va émerger un gouvernement qui va devoir être composé dans les prochains jours. On pourrait d'ailleurs faire observer que l'Assemblée nationale issue des urnes ressemble beaucoup à ce qu'elle aurait été si on avait eu un mode de scrutin proportionnel. Oui. Même qu'on n'est pas loin de la stricte reproduction des rapports de force du premier tour. Cela étant, on disait tout à l'heure que c'est un peu agaçant d'entendre dans les soirées électorales les représentants des partis politiques prétendent tous avoir gagné. Alors qu'il serait
et je trouve qu'on en a un écho, effectivement, dans les propos des 3 intervenants qu'on a entendus, il sera plus facile de démontrer qu'en fait, tout le monde a perdu. Oui. On l'a dit, le Rassemblement national a perdu dans la question, est-ce que vous voulez qu'il soit au pouvoir ou pas? Donc, ça s'est écarté. Après, le gouvernement en place a quand même été sanctionné. Il avait été dans les européennes, il est arrivé 3e du premier tour. Donc c'est une sorte de défaite. Et dans ces cas-là, qui incarnait l'alternance, si ce n'était pas le Rassemblement national, c'était censément la gauche unie qui avait tout fait pour être en position de force, du point de vue en tout cas de l'Alliance. Mélenchon n'a cessé de répéter « Nous serons majoritaires, je serai Premier ministre ». Et ils ne l'ont pas été. Et ils ne l'ont pas été. Alors, il n'a pas dit qu'il serait Premier ministre, il a dit qu'il ne s'écartait pas. Oui, et donc ceux qui pouvaient incarner l'alternance, si ce n'était pas le Rassemblement national, ne sont pas en tête. Et d'ailleurs, on est dans la situation non seulement inédite, mais tout le monde a perdu. Très singulière, que la force arrivée en tête fait moins de 200 députés. Moins de 200 députés. Mais les Français ont gagné. Alors, ce qui a gagné, en fait, on revient, mais c'est quand même la clé d'entrée principale, c'est oui ou non pour le Rassemblement national. Le tiers des Français qui voulaient vraiment que le Rassemblement national l'emporte a perdu. Ceux qui voulaient l'empêcher l'ont gagné, ont ressenti probablement un soulagement hier soir. Puis ensuite, les autres questions étaient un peu des questions secondaires. Certes, le suffrage universel a gagné, la participation a gagné, encore qu'il y a quand même eu un tiers d'abstentionnistes, c'est-à-dire plus qu'à une présidentielle. Et maintenant, la question qui est ouverte, c'est est-ce qu'on s'adapte et qui va s'adapter et qui va savoir s'adapter à cette nouvelle donne? Alors justement, le calendrier, les députés seront à l'Assemblée nationale le 18 juillet, c'est bien cela? Ils vont commencer à y aller dès aujourd'hui pour prendre leur pactage, prendre possession des lieux. Et en séance le 18 juillet pour élire le président ou la présidente de l'Assemblée nationale. Dès le 18 juillet, présidente ou présidente de l'Assemblée nationale. Premier signe. Ah, tout à fait. Politique. Parce que il faut, pour être élu président de l'Assemblée nationale, recueillir la majorité absolue des voix au cours des 2 premiers tours, et la majorité relative suffit au 3e tour. Donc il n'y aura pas plus de 3 tours, et donc il y aura nécessairement, vraisemblablement, des alliances qui vont se faire pour éviter de futures alliances, pour éviter à nouveau que le Front National n'hérite de la présidence de l'Assemblée nationale, du perchoir, comme on dit dans le jargon parlementaire. Peut-être de futures majorités. Tout à fait. Élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Il faut une personnalité d'expérience, parce que ça ne va pas être simple de conduire une assemblée, de présider une assemblée qui est ainsi morcelée. Donc il faut quelqu'un d'expérience, il faut quelqu'un de respectueux et respectable des institutions, c'est-à-dire dans lequel on voit une incarnation de la Constitution de la Ve République, et qui lui-même saura défendre lui-même ou elle-même cette Constitution de la Ve République, et qui puisse rassembler, faire une forme de synthèse au-delà d'un seul et unique camp, parce que si c'est un seul et unique camp, ça ne suffira pas pour pouvoir s'imposer au perchoir. Le lendemain, il y aura élection des présidents de commission à l'Assemblée nationale, c'est important aussi. Nous aurons les groupes. Nous serons les groupes constitués, c'est important. Bien, en ce qui concerne le Premier ministre, on va en parler, et le poste de Premier ministre, on va en parler dans 2 minutes, 9h45, à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Emmanuel Rivière, pour que tout soit clair. Donc le 18, on a vu, les députés vont se réunir en séance pour la première fois. Nous aurons les compositions de groupe et nous aurons cette élection si importante de la présidente ou du président de l'Assemblée nationale. C'est une chose. Bien. Au niveau gouvernement, maintenant, allons à l'Élysée. Partons à l'Élysée. Emmanuel Rivière, démission de Gabriel Attal, ça c'est attendu, c'est républicain, c'est classique. C'est la tradition au lendemain des législatives. Mais la démission annoncée hier soir par Gabriel Attal est tout de suite modérée par sa déclaration de rester à disposition pour tenir... Alors dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, le gouvernement reste en place. Le gouvernement peut rester en place, mais avec une capacité d'action extrêmement limitée. De loi, on est bien d'accord. Disons que ça permet il gère les affaires courantes. Voilà. Elle gère les affaires courantes. C'est-à-dire que le gouvernement gère les affaires courantes. Oui, mais il y a une petite affaire courante qui s'appelle les Jeux Olympiques. Voilà. N'oublions pas que les Jeux Olympiques approchent, que c'est un événement planétaire, mondial, que c'est un événement que tout le monde attend. Il m'étonnerait
Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il m'étonnerait qu'il y ait de gros événements dans la rue, ou même de gros événements politiques avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Qu'en pensez-vous ? Il va y avoir un premier gros événement politique, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'élection du quatrième personnage de l'État, président de l'Assemblée nationale, ou président de l'Assemblée nationale. Mais il n'y aura pas de nouveau gouvernement. Comment peut-il y avoir un nouveau gouvernement avant l'ouverture des Jeux Olympiques ? Tout dépend, Jean-Jacques Bourdin, de la capacité des différentes forces politiques à s'accorder ou non. Car on a dit, on est allé à l'Élysée pour constater la démission de Gabriel Attal, Premier ministre, et donc du gouvernement, mais ce n'est pas l'Élysée qui va composer le nouveau gouvernement. Oui, c'est vrai. Emmanuel Macron a perdu les élections. Ce n'est pas lui qui va aller chercher la personnalité, comme il l'avait fait avec Elisabeth Borne ou Édouard Philippe en 2017. C'est-à-dire que chaque groupe va lui proposer une personnalité ? Mais soit chaque groupe, soit les groupes vont s'entendre. C'est à lui, président de la République. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est l'article 5 de la Constitution qui le dit. C'est à lui donc d'encourager, de contraindre même les forces politiques à s'accorder, à s'entendre, à discuter, à s'écouter pour qu'un nom émerge. Mais ce n'est pas à lui de le choisir. Parfois, la vérité jaillit quand on prend un petit peu de recul et finalement regardons-nous avec les yeux de nos voisins. Leur inquiétude en Europe, c'était de voir le Rassemblement national prendre le pouvoir en France. Ce soir, l'Europe est soulagée par rapport à ce scénario-là. Ensuite, il n'y a pas de majorité. Mais pour un Allemand, pour un Néerlandais, pour un Italien, pour un Belge, a fortiori. Oui, a fortiori, ils ont vécu un an sans un gouvernement. C'est d'une extrême banalité. Oui. Après, les tractations commencent, on se met d'accord, on regarde, et ça n'a jamais empêché d'enjamber alors pas forcément, pas des Jeux Olympiques évidemment, mais des sommets européens, des échéances importantes. Donc, du point de vue extérieur, c'est tout à fait normal. Il n'y a que nous qui considérons finalement... Parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce qu'on n'a pas l'habitude, il va falloir l'apprendre, l'habitude. Du compromis, des alliances, on n'a pas l'habitude. En fait, et certains disent c'est de la magouille électorale. Moi, je ne suis pas d'accord. Accepter l'idée de l'autre, ce n'est pas de la magouille électorale. En responsabilité, pour faire avancer le pays, je vois pas où est la magouille. De toute façon, tout le monde est un petit peu invité à la lucidité. Mais bien sûr. Les Français ont demandé aux partis politiques d'être lucides et d'être responsables. C'est aussi ce qu'ont demandé les Français. Voilà, et par rapport à ça... pas complètement pris le chemin, me semble-t-il, de la lucidité. C'est-à-dire les attitudes qui consistaient à revendiquer le pouvoir hier ou qui consisteront dans les prochains jours à revendiquer le pouvoir, sont un tout petit peu décalées avec la réalité. Pour exercer le pouvoir, c'est quand même mieux de réunir deux conditions, être majoritaire au Parlement, à l'Assemblée nationale pour ce qui concerne la France, et d'être majoritaire dans le pays. Ce qui est préférable. On peut se contenter de la majorité à l'Assemblée nationale. C'est quand même mieux d'avoir les deux. Par contre, n'avoir ni l'un ni l'autre, ça rend quand même très très difficile de dire le pouvoir nous revient ce soir. Alors ça va prendre un certain temps à réaliser. Est-ce que vous pensez que ça va prendre tout l'été ? C'est possible. C'est possible, mais ça peut aussi aller très vite. Qui s'attendait au soir du 9 juin ou au matin du 10 juin qu'à la fin de la semaine, il y aurait une alliance électorale autour de la gauche ? Je pense que le président de la République lui-même tablait sur la stratégie exactement inverse, sur le résultat exactement inverse. Et ce qui est important là, c'est, encore une fois, de prendre la mesure de ce que les Français ont dit hier. Beaucoup d'électeurs ont voté pour un camp qui n'est pas le leur. Ils ont fait barrage à l'extrême droite. Et donc, il y avait un certain nombre de triangulaires au soir du 30 juin, ou du premier tour, et il y a eu un nombre record de désistements, 215. Et au sein de ces désistements, la plupart sont des candidats de gauche qui se sont désistés au profit de la majorité sortante, Emmanuel Macron. Donc, beaucoup de députés d'ensemble, ils sont aujourd'hui à peu près 150, ont été élus grâce à la gauche. La réciproque est vraie, dans une moindre mesure, mais la réciproque est vraie. Beaucoup de candidats ensemble, un peu moins de 100, se sont désistés au profit de la gauche, et on compte à peu près une cinquantaine de candidats de gauche qui ont été élus hier grâce à ce désistement. Il faut que tout cela prenne la mesure que, certes, ils avaient leurs idées, ils ont leurs convictions, mais que ce n'est pas seulement cela qui leur a permis d'être élus à l'Assemblée nationale. C'est aussi une alliance pour faire barrage à l'extrême droite, et c'est précisément celle-ci que l'on peut retrouver dans la future majorité, avec la composition d'un gouvernement de l'arc républicain
républicains qui permettent effectivement de donner et de correspondre à ce que souhaitent les Français depuis hier soir. Pour abonder très rapidement dans le sens de Jean-Philippe Desrosiers, bon, il n'y a jamais eu autant de désistements. C'est à une échelle totalement inédite. Il y en avait eu dans le passé, mais pas à cette échelle-là. Et généralement, c'était des désistements gauche-gauche. Le candidat de gauche moins bien placé laisse la place ou l'autre. Et l'équivalent était aussi vrai à droite. Dans la logique de ce désistement, il y a une logique de faire ensemble. Puisqu'on se dit que l'essentiel, c'est d'écarter l'autre option, celle du Rassemblement national, c'est donc que des choses nous rassemblent quand on se désiste réciproquement. Et effectivement, cette réalité qui fait qu'un grand nombre de députés sont élus avec les voix d'un camp qui était considéré comme le camp adverse, des députés de gauche élus avec des voix ensemble et des députés ensemble élus avec des voix de gauche, devrait prêter assez logiquement à ce qu'il y ait une entente entre ces camps-là. C'est en cela que cette coalition-là paraît la plus naturelle. Soit avec le temps, il est possible que le gouvernement... Bon, et si aucune majorité de compromis se dégage, une forme de coalition se dégage, le président de la République peut choisir à ce moment-là un gouvernement technique. Oui, c'est une possibilité aussi, dont on a beaucoup parlé au cours de ces derniers jours, dernières semaines. Composé de personnalités qui ne sont pas politiques. Voilà, qui consiste à choisir un Premier ministre, puis des membres du gouvernement qui ne sont pas des politiques, qui ont une connaissance suffisante de la vie politique, mais qui ne sont pas issus et proposés par les partis politiques, qui sont plutôt issus de la haute administration française, voire du milieu de l'entreprise, si certains souhaitent servir leur pays, et pour gérer les affaires non plus courantes, mais bien techniques de l'État. Il n'y aura pas de grandes réformes politiques qui seront engagées, mais il y aura une gestion du fonctionnement de l'État, comme ce que l'on a connu en Italie au début des années 2010 avec Mario Monti, tout à fait. Mario Draghi. Alors là, Mario Draghi, c'était un petit peu équilibré, parce qu'il y avait des personnalités politiques et des personnalités très techniques. Mais Monti, c'était 100% technique et ça a duré 18 mois. Ça a duré 18 mois. Les Français, d'ailleurs les Italiens aussi, mais sont un peuple très politique, qui a eu hier un comportement à la fois civique et très politique, qui est en attente de changement et qui est en impatience de changement et qui demande qu'on fasse de la politique. Donc voilà, un gouvernement technique, c'est évidemment possible, mais il serait à la merci à tout moment d'une motion de censure qui pourrait le renverser, et ce n'est probablement pas la réponse qu'attendent les Français à l'issue de ce scrutin inattendu, dans son calendrier comme dans ses résultats. Merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin, c'était passionnant. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont appelés, 0826 300 300, juste après les infos. Émission spéciale législative, nous continuons avec Thierry Guerrier et Gilles Gansman qui recevront plusieurs invités. Vous continuez à appeler évidemment 0826 300 300, Sud Radio 9h57. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.